Marcel Gauchet, vous êtes sociologue, économiste, historien, philosophe. Vous empruntez vos connaissances à l'histoire des idées, à l'histoire des sciences, à l'histoire des religions, de l'éducation, du droit. Quelle est pour vous la discipline dominante, celle qui organise et structure votre réflexion? Ma démarche me semble typiquement, et j'oserais dire classiquement, philosophique. Elle est guidée par tout simplement un besoin de comprendre, une recherche d'intelligibilité qui m'amène à aller chercher mon bien, les choses dont j'ai besoin pour comprendre tel ou tel domaine là où il se trouve, c'est-à-dire dans des disciplines spécialisées. Mais chaque fois, s'il faut s'appuyer sur des connaissances solides, c'est pour parvenir à une intelligibilité englobante. Et à ce titre-là, on est typiquement dans la philosophie, même si j'ai le plus grand respect pour les domaines spécialisés dans lesquels je vais chercher mon information de base. Mon ambition étant, par rapport à ces informations de base, d'un ordre davantage interprétatif. Y a-t-il une méthode Gauchet? Non, en toute honnêteté, je ne crois pas. Je me sens dans la lignée de mes illustres prédécesseurs à la modeste échelle. Je crois faire ce qu'ont fait les grands auteurs du passé dont je m'inspire et dans la continuité desquels j'essaie de m'inscrire. Disons tout au plus que j'ai le sentiment, par rapport à cet héritage, de mettre l'accent d'une façon plus forte que mes prédécesseurs sur l'exigence philosophique d'autoréflexion. C'est la rançon des erreurs du siècle dans lesquelles nous avons dû grandir. Nous savons qu'un certain nombre de grandes figures se sont beaucoup trompées. Il a été important pour moi dans mon trajet intellectuel de me demander pourquoi elles s'étaient trompées, en dépit du talent immense qu'ils pouvaient posséder par ailleurs, et donc comment éviter ce genre d'erreur. Et j'ai cru trouver la réponse dans cette démarche d'autoréflexion qui consiste tout simplement à se demander qu'est-ce qui me permet de dire ce que je dis, ou plus profondément, qu'est-ce qui me permet de penser ce que je pense, quel est l'enracinement dans les choses que trouve ma réflexion. C'est un point d'arrêt qui est une précaution fondamentale, à mon sens. C'est, je crois, la seule chose qui me distinguerait par rapport à une ligne tout à fait classique d'auteurs qui réfléchissent sur l'homme et la société. Vous avez beaucoup parlé des élites et de leur rôle en France. Vous sentez-vous appartenir à une de ces élites méritocratiques? Et si oui, considérez-vous que vous avez des devoirs, une mission particulière, un service à la collectivité à assumer? Et l'essai, par conséquent, pourrait-il se concevoir comme un service? Bien sûr que ce serait mensonge de ma part que de dire que je n'ai rien à voir avec ces élites. Objectivement, je leur appartiens. Mais je n'ai jamais pensé que la situation objective qui était la vôtre dans la société déterminait la position subjective que vous pouviez adopter. Ça s'appelle la liberté de l'esprit. Et j'essaie de la pratiquer, y compris par rapport aux élites auxquelles j'appartiens, cette appartenance me permettant peut-être de mesurer le degré d'ignorance et d'aveuglement que j'ai pu constater de très près, qui souvent les caractérise malheureusement. Eh bien justement, en effet, j'ai ce sentiment qui me semble un peu oublié dans les élites d'aujourd'hui, qu'elles sont là pour servir un bien commun, qu'elles tendent assez facilement à négliger, et je conçois mon rôle d'intellectuel, puisque c'est ainsi qu'il s'appelle, comme le moyen aussi d'exprimer une vérité dans l'espace public qui n'est pas forcément l'opinion dominante parmi les élites. Alors, la question de l'essai maintenant est une immense question. Je dirais très brièvement que je revendique en effet la notion d'essai. Et je la revendique dans la mesure où l'essai me paraît le genre où l'on assume son risque personnel par rapport à la science
que pratiquent les disciplines universitaires, qui permettent très commodément de se retrancher derrière l'alibi scientifique pour s'exonérer de toute responsabilité. Se comporter dans le sens de l'essai, c'est prendre sur soi le péril d'une interprétation qui vous est personnelle et qui peut donc être fautive, et c'est en même temps la liberté de l'ambition, qui est souvent limitée par les prétendues contraintes de la science, qui sont très respectables en elles-mêmes et qui, dans le domaine où nous nous situons, ne valent pas véritablement. Donc, oui, je suis un essayiste, je n'en ai pas honte et j'en suis fier. Ce qui ne va pas toujours sans problème vis-à-vis de mes collègues universitaires. Mais, par ailleurs, il y a, et c'est vrai, une dimension littéraire dans la démarche de l'essai. Je n'ai aucune prétention littéraire, mais je crois cependant me conduire en écrivain. Un écrivain, c'est quelqu'un qui travaille sur la langue pour se la rendre personnelle, par rapport à l'automatisation du langage de tous les jours, dont le langage journalistique est fait de formules toutes faites, emboîtées les unes derrière les autres, et la forme extrême. Un écrivain, fût-il un écrivain en dehors de la littérature, ce qui est mon cas, c'est quelqu'un qui essaye de parler avec ses mots à lui, non pas pour imposer son idiome individuel, mais au contraire pour se faire mieux comprendre et mieux donner les choses à comprendre à ses lecteurs. Et de ce point de vue-là, oui, j'oserais dire que je me comporte non seulement en essayiste, mais pour aggraver mon cas, en écrivain. L'essai, à l'origine, par nature et par essence, est littéraire. Vous lisez, vous connaissez bien les classiques, Montaigne notamment. Que retenez-vous de lui qui soit valable pour notre temps ? J'imagine que ses intuitions, sa manière improvisée s'éloignent de votre façon de concevoir l'essai. Je doute, remarquez bien, je n'ai pas d'informations spéciales sur le sujet, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup de disponibles. Je doute que Montaigne écrivait d'une manière très improvisée. Il le revendique. C'est juste. Je crois que cette démarche à saut et gambade, selon sa propre expression, est le fruit d'un travail de réflexion et d'orfèvrerie sur la phrase que je devine, je crois, quand je le lis. Derrière, là, ces phrases superbement spontanées. Mais la spontanéité, dans beaucoup de disciplines artistiques, on le sait, est le fruit d'un long apprentissage. Je crois que, d'abord, il y a deux choses que je retiens de Montaigne. L'une qui m'a parlé toute ma vie, qui ne s'exprime pas forcément dans les livres que j'écris, mais qui s'exprime totalement dans ma manière de penser au quotidien. C'est que la réalité humaine est ainsi faite qu'elle comporte une multitude d'entrées et qu'il n'y a pas de mauvaise entrée. Toute pensée qui vous vient à propos de tel ou tel sujet insignifiant du quotidien est bon à prendre. Il faut suivre toutes les possibilités qui s'offrent à la réflexion. Et c'est comme ça qu'elle est vivante. On peut le faire difficilement dans des livres parce que il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru depuis Montaigne et le genre de choses comme la philosophie d'aujourd'hui est évidemment beaucoup plus restrictive dans les canons qu'elle permet, mais la manière de penser reste pour moi un exemple. Et justement, un exemple aussi sur le fond, parce que je crois qu'il fait partie de ces grands auteurs, on appelle ça bien à tort scepticisme, qui nous ont appris qu'il y a en matière d'humanité pas de certitude dernière. On ne peut pas atteindre en la matière l'exactitude que les sciences de la nature, qui n'existaient pas vraiment quand Montaigne écrivait, peuvent se permettre d'espérer. Nous n'en sommes pas là, mais néanmoins, la vérité humaine transparaît tellement dans ses écrits qu'elle est rassurante. Quand on lit les essais, il vous vient de partout des suggestions sur l'extraordinaire vérité de la condition humaine qu'il arrive à exprimer dans une forme qui n'est pas celle de la science, mais qui est de la rigueur, de l'observation et de l'intelligence, de la finesse avec laquelle il travaille sur les ressorts humains. Et c'est la leçon que je continue d'en tirer.